Donc c'est parti, Clément Aura est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Stéphane. Prof d'éco à la Sorbonne et à Sciences Po. Philippe Wechter, salut Philippe. Bonjour Stéphane. Tu pourrais être prof d'éco en fait, Philippe. Que j'ai été aussi. Ah, sérieux? Oui, j'ai donné des cours à l'ENS Cachan, j'ai donné des cours prof associé à l'Université d'Evry il y a quelques années. Ah ben voilà, et donc là, chef économiste Ostrom Asset Management. Et André Le Scruc-Pietri, bonjour André. Bonjour Stéphane. Pas prof d'éco, toi, André, non? J'interviens. Ouais, par-ci, par-là, notamment sur l'innovation. Merci de venir nous voir. Donc, tu es président de la Joint European Disruptive Initiative, c'est ça? Disruption Initiative, Disruptive Initiative. Disruptif, absolument. Philippe, on va démarrer avec l'un de ces graphes dont tu as le secret. Alors, j'avais vu passer ça il y a un mois, puis tu l'as actualisé là. Je trouve très, très intéressant. Sur les entreprises face aux hausses de prix. Alors là, juste 2-3 infos, et puis tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ce graphe. On va le laisser bien affiché là, les amis. Donc, il y a une étude AlixPartners, là, par exemple, qui nous dit que les hausses de matières premières renchérissent en moyenne de 1 000 € le coût des voitures. Donc l'aluminium, c'est plus 60%, cuivre 70%, plastique 50%, caoutchouc 21%, acier 158%. Et Clotilde Delbos, la directrice financière de Renault qui commentait les résultats de Renault, je crois que c'était jeudi ou vendredi, disait il est impossible de faire avaler ça aux consommateurs. Donc pour l'instant, on va le prendre sur notre marge. Et donc c'est là où on arrive à ton graphe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ton graphe? Il nous dit que justement en ce moment, les entreprises sont en train de prendre sur leur marge, c'est ça? On va le remettre là, s'il vous plaît, les amis. Le premier point, quand même, quand on regarde le graphe, il y a 2 indicateurs. Ce sont des enquêtes qui sont faites auprès des chefs d'entreprise en zone euro. Le graphique, la ligne bleue, c'est dire comment évoluent les prix que je paye, moi, entrepreneur. Voilà. Et la ligne rouge, c'est comment je répercute ces prix à mes clients, qui ne sont pas forcément des consommateurs. Hein. Ça peut être on est dans une chaîne... Et alors, ces indicateurs, notamment la ligne bleue, suit très très bien l'évolution du taux d'inflation de la zone euro. Et pour une raison très simple, c'est qu'une grande partie de l'explication du mouvement de la courbe bleue, c'est le prix de l'énergie. Et quand on regarde le taux d'inflation en zone euro, qui est à 3,3 au mois de septembre, la moitié s'explique par le prix de l'énergie. Donc c'est déjà quelque chose de considérable. Ok Philippe, mais moi ce qui m'intéresse là, donc alors je le dis pour ceux, parce que vous êtes assez nombreux à nous écouter en podcast aussi, donc la ligne bleue, donc on va dire les coûts pour les entreprises, restent bien au-dessus de la ligne rouge, la façon dont elle le répercute dans les prix. Je peux traduire ça comme ça. Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, ça va être un frein très important au développement d'un cycle inflationniste. C'est un frein, mais quand on regarde sur la période, le graphique n'est pas très long parce que l'enquête n'est pas très longue. On a eu déjà des pics de tension sans que pour autant ça ne génère d'inflation durable. On voit un pic très important en 2011 par exemple et un autre en 2007. Ouais. Et il n'y a pas eu d'inflation derrière. En 2007, le prix du pétrole était... En 2007, derrière, l'effondrement de 2008 et 2011, la crise... Le prix était à $145 quand même, le baril. En 2007-2008. Donc on était sur des prix très élevés. Donc là, il y a une tension. La vraie question, il y a 2 questions qui sont posées. La première, c'est comment vont évoluer le prix des matières premières. Là, par exemple, quand on regarde le prix du fer, on voit que depuis quelques courtes semaines, le prix du fer s'est infléchi parce qu'il y a des perspectives d'activité en Chine qui sont beaucoup moins haussières. Notamment dans le bâtiment. Hein, c'est en fait absolument. Voilà, l'effondrement du bâtiment chinois à travers Evergrande. C'est un élément clé. Bien sûr. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point derrière, c'est que au-delà d'un ajustement d'inflation qui pourrait être effectivement important, puisque si on suit les 2 lignes, on pourrait tendre vers plus de 4% d'inflation en zone euro, c'est-à-dire le double de ce qu'attend la BCE au maximum. Donc c'est quelque chose de fort. Est-ce que au-delà de ce pic, est-ce que ça aura une traduction sur l'évolution globale des salaires? C'est ça le point. Tant que tu n'as pas de répercussion dans le prix final, et c'est ce qu'on voit là, enfin une répercussion qui est moins forte que la hausse des matières premières, tu freines justement ce cycle inflationniste, cette boucle. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les prix de production, le prix des entreprises industrielles, il y a des fluctuations très amples
bien plus ample que celle de la consommation. Et c'est normal, parce que le chef d'entreprise qui fabrique des voitures va encaisser le prix de l'acier, le prix de tout un tas de composants. Mais ces composants, il n'y a pas que ça dans la fabrication de sa voiture. Premier point. Et puis, deuxième point, c'est la voiture qui va être construite, c'est un poids limité dans l'indice des prix. Et il y a une bonne partie de l'indice des prix qui ne bouge pas beaucoup. Les services ne bougent pas beaucoup, etc. Donc, il y a ces effets d'amortissement qui sont très forts. Et la vraie question, parce qu'on parle beaucoup, on a tous en référence, parce que le terme de stagflation est ressorti comme ça d'un chapeau. Stagflation, c'était associé aux années 70. Dans les années 70, effectivement, après le premier choc pétrolier, il y a eu des taux d'inflation bien plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui. On était au-delà de 10%. Et donc, c'est taux d'inflation sans croissance, stagflation. Voilà, mais on avait quand même 2% de croissance, c'est-à-dire plus que maintenant. Mais on venait de 6. Si l'inflation te bouffait toute... Non, on était à 6 avant le choc pétrolier, on est passé à 2. Bon, repartons pas dans les années 70. Non, mais ce qui est intéressant dans les années 70, c'est que la persistance de l'inflation était liée aux mesures d'indexation qui avaient été décidées. Chirac en 75, Nixon, Edward Heath, tous avaient décidé d'avoir des mesures d'indexation, et le phénomène inflationniste a été de ce fait-là prolongé. Là, personne ne parle de mesures d'indexation. Et la mesure qui a été présentée par Jean Castex la semaine dernière sur le 100 €, la prime inflation, moi je trouve que c'est assez malin. C'est-à-dire que c'est une prime qu'on aura cette année, probablement pas l'année prochaine, et qui permet de désamorcer une partie des revendications salariales. Restons sur les coûts de production et sur les entreprises face aux hausses de prix. Clément, donc en fait, j'ai le chiffre, je crois, coût de production en Allemagne, c'est 14% de hausse en septembre. C'est ça, sur un an. Jamais vu depuis 74, j'ai vu ça ce matin. Oui. Et en France, c'est 10% coût de production sur un an. Clément, comment est-ce que tu vois le truc, là, le graphe de Philippe? Parce qu'en même temps, on comprend bien que c'est des boîtes qui sont en train de manger. Elles ont une trésorerie pléthorique, on l'a beaucoup dit, mais elles sont en train aussi un peu de manger leur trésorerie pour pouvoir lisser cette courbe. Ta remarque tout à l'heure en citant la directrice financière de Renault est très intéressante. On est quand même dans un contexte aujourd'hui sans doute beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Est-ce que les entreprises peuvent aujourd'hui avoir des marges aussi élevées et répercuter avec un pouvoir de marché important leur coût de production sur le consommateur? J'aurais tendance à dire la réponse est non, ou en tout cas moins que par le passé. Donc effectivement, ça casse la boucle prix-salaire qu'on connaît bien. Et d'une certaine manière, si on veut éviter que la hausse des prix se traduise par... la hausse des prix de matières premières se traduise par une hausse de l'inflation généralisée, effectivement, c'est plutôt les mesures structurelles, remettre de la concurrence toujours et partout. Et ça me fait penser également qu'on est quand même dans un contexte où il y a quand même beaucoup de tensions déflationnistes qui restent et qui sont voulues comme telles. La politique de la concurrence, elle a une visée déflationniste d'une certaine manière. La politique de réforme du marché du travail qui avait eu lieu, elle n'est pas spécialement inflationniste non plus. Donc dans un contexte où il y a eu volontairement des politiques à tendance déflationnistes, parce que leurs effets sont supposés bénéfiques de ce point de vue-là, quelque part, la hausse des matières premières, elle n'est pas censée non plus tellement se répercuter sur l'inflation. Pour moi, on est dans un contexte vraiment radicalement différent de celui des années 70. On n'est pas non plus les États-Unis, on ne constate pas effectivement de hausse importante des salaires, en particulier en France. Donc, moi, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment distinguer l'inflation anticipée de long terme et le caractère très conjoncturel de la hausse des prix. André, comment est-ce que tu vois ça? Un mot quand même, parce que je tiens à le dire sur l'industrie automobile. Je lisais justement tout ce que disait Clotilde Delbos, c'était vraiment super intéressant. Quand même, le client ne sait plus quelle voiture acheter. Le producteur ne sait plus qu'est-ce qu'il aura comme composant, à quel moment et quelle usine il va pouvoir faire tourner et à quel prix il va pouvoir mettre la voiture en concession. C'est quand même un truc de dingue. Pour faire des objets quand même de 2 tonnes... ça va. Je trouve que ce que vivent les industriels de l'automobile en ce moment est un truc invraisemblable. Comment est-ce que tu regardes ça? Oui, moi je suis fasciné par ce chiffre là, annoncé par Renault de 500 000 ventes ratées. Donc en fait, ça c'est des coûts d'opportunité. Il y aura du mal à avoir du rattrapage. C'est pas comparable à l'industrie. Il va y avoir toujours un rattrapage, mais c'est pas. Non, t'as raison, parce que le gars il va acheter une voiture d'occasion. La voiture, t'en as besoin. Regardez le boom de tout ce qui est reconditionné. Exactement. Et l'autre chose, je reviens sur l'histoire du pricing power, parce que on a beaucoup parlé des semi-conducteurs, c'est au cœur des problèmes de supply chain actuels. Et je voyais que, par exemple, une société comme TSMC, dont on a beaucoup parlé, en étant toujours dans la dernière génération, aujourd'hui, c'est les seuls
à pouvoir imposer des hausses de prix massives, entre 10 et 20%, même à des gens comme Apple, qui sont considérés comme ceux avec qui la négociation est impossible. Donc ça montre à nouveau que ils doivent se venger, d'ailleurs. Ça doit être jouissif pour eux. Absolument. Et ce sujet d'innovation, je pense, revient finalement en haut, c'est que si on n'est pas devant, on se retrouve finalement ballotté par les événements, et c'est ce que tu dis à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, un industriel, s'il n'a pas ce pricing power, il est obligé de gérer une des situations les plus complexes qui soient. Regarde, pour aller dans ton sens, j'ai appris un truc, je ne savais pas, je suis sûr que je vais vous l'apprendre aussi. C'est Herbert Diess, en fait, le patron de Volkswagen, qui parlait de Tesla. Parce que vous avez vu, Tesla, en fait, visiblement, semble beaucoup moins impacté. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que si tu as la capacité de réécrire des lignes de code très très vite sur l'ensemble de ta modélisation automobile, on va l'appeler comme ça, tu peux assez vite remplacer un composant par un autre. Et seul Tesla, en fait, qui est digital native, a la capacité de faire ça. Mais oui. Mais je savais pas, moi, que avec 3 lignes de code, tu remplaçais un composant par un autre. Si tu achètes une Tesla il y a 6 mois ou 1 an, tu as une autonomie de 380 ou 400 km. Ils ont ajusté le programme, maintenant tu as 600 km. Sans avoir changé aucun composant. Rien changé. En fait, on oublie souvent que les batteries, en fait, c'est de la chimie, c'est des matériaux, mais c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System, et donc c'est du software, absolument. Ouais, donc en fait, le software, il est clé dans tout. Et donc ceux qui le maîtrisent... C'est comme ton téléphone qui change d'iOS. Exactement. Mais je ne savais pas que ça allait au point de pouvoir modifier la chaîne de fabrication, quoi, tu vois. Alors, il y a un sujet de plus avec Tesla, c'est qu'ils sont tellement intégrés, ça va à l'encontre de tout ce que prêchent tous les consultants en stratégie, d'ailleurs. Ils sont tellement intégrés verticalement qu'ils ont aussi beaucoup plus la main et ils sont beaucoup moins... Je rappelle, alors je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, en tout cas je ne le suis plus, je crois que 70% des coûts dans l'automobile, c'est l'achat de composants. Donc on est en fait totalement dépendant de ce que ont fourni, approvisionné vos propres fournisseurs. Et dernière chose, je reviens sur TSMC, parce que ça c'est fascinant, c'est que comme ils ont ce pricing power, aujourd'hui leurs marges sont entre 2 et 3 fois supérieures à ce que font des gens dans juste la génération d'en dessous. Donc ces marges-là, ils vont les réinvestir. Donc en plus, il y a un effet cumulatif qui fait que cet avantage, s'ils sont bons, TSMC est connu comme pour Tesla, l'autre chose où on voit vraiment une cohérence, ils font souvent tapis. C'est-à-dire qu'ils remettent peut-être aussi une leçon pour le capitalisme, on va dire, occidental, qui a plutôt tendance, Dieu sait que je ne suis pas proche des thèses de M. Montebourg ou de M. Mélenchon, mais il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on réinvestit assez pour être toujours à la pointe ? Philippe, juste parce que ça me permet de citer un bouquin, si ce sujet vous intéresse, s'appelle Hyper Manufacturing. J'ai oublié l'auteur, mais le nom va me revenir, qui explique, en fait, c'est le teslisme, quoi. Et en quoi c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la culture start-up appliquée à l'industrie. Et il y a cette histoire notamment de non, on ne marche pas avec des dividendes, on réinvestit tout, on fait tapis, et on est dans une espèce de marche accélérée au progrès. Qui ne ressemble pas en fait à ce qu'est l'industrie aujourd'hui, Philippe. Ce qui est amusant sur Tesla, c'est qu'effectivement il y a un côté très intégré, mais il y a une vingtaine d'années, on nous expliquait que sur l'industrie informatique, il fallait que tout le monde soit éclaté. C'est-à-dire qu'il y avait Hewlett-Packard qui faisait des imprimantes, il y avait Microsoft qui faisait des logiciels, Compaq qui faisait l'architecture, et c'est comme ça que chacun était le meilleur. Et c'est pour ça qu'Apple ne fonctionnait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire que, et là, il y a une espèce d'inversion de la situation qui est assez amusante, mais avec toujours en tête quand même ce qui se disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait... il y avait plein d'entreprises qui intervenaient pour fabriquer, pour qu'on ait notre ordinateur et notre imprimante. Maintenant, il y a une voiture ou une entreprise simplement qui permet d'avoir la chose intégrée. Il y a les deux, quoi, on va dire. Voilà, il y a les deux. Michael Valentin, Hyper Manufacturing, Michael Valentin, si ça vous intéresse. Mais justement, André, donc Facebook, alors il y a deux choses. Il y a la crise permanente. Donc, comment est-ce que... donc là, il y a un nouveau lanceur d'alerte qui se présente comme membre de l'équipe d'intégrité civique. Ils ont une équipe d'intégrité civique Facebook. Donc, qui dit, en gros, c'est un peu comme l'industrie du tabac, hein, qui dit en fait, Facebook a ignoré l'ensemble des études qui disaient, 1, que ça pouvait être nuisible pour les adolescents, 2, qu'il y avait effectivement de fortes perturbations sur les processus électoraux. Et en interne chez Facebook,
Ils ont fait un certain nombre de tests à l'aveugle, donc ils ont créé des faux comptes, et notamment, je lisais l'histoire du faux compte d'une maman catholique, mère de famille, Ohio, qui, je crois, en 5 jours, voilà, elle s'appelle Carol Smith, donc elle n'existe pas, hein, maman conservatrice de Caroline du Nord, qui en 5 jours s'est retrouvée amenée sur les sites les plus extrêmes, les plus complotistes par Facebook et par les algorithmes de Facebook. Et ça, c'est du boulot interne à Facebook, donc ils savent quand même ce qui se passe. Voilà. À un moment, l'accumulation va commencer à être compliquée ou pas, André? Je pense, mais ils sont. Je lisais ce matin un rapport pour montrer que dans la Silicon Valley, le rapport entre communicants et médias était passé de 1 média pour 1,5 communicants à 1 pour 10 en ce moment. Et moi, ça veut dire qu'il y a 10 communicants, il y a 10 communicants pour une entreprise. Mais regardez ce qui s'est passé média. il y a 2 semaines. Comme par hasard, Facebook annonce la création de 10 000 emplois en Europe, bien entendu, sur le fameux métaverse. Alors le métaverse, donc ce futur univers parallèle, digital, synthétique, etc. Et ça a été repris partout. Donc là aussi, il faut quand même aussi voir la manipulation gigantesque dans laquelle on est. C'est-à-dire, quand ils sont le plus attaqués, c'est là où ils nous sortent l'argument des emplois. Donc là, j'aimerais voir comment va être la réaction des hommes et des femmes politiques. Est-ce qu'on va se faire encore une fois berner? J'avais écrit il y a 2 ans un article qui s'appelait Zuckerberg ou le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en Europe, on est véritablement les otages parfaits. On est à la fois inquiet par ce que vous dites, par ce que tu dis, Stéphane, et d'un autre côté, on est absolument fasciné. Zuckerberg, le seul quand même à avoir un rang de chef d'État. Dis un mot parce que tu as dit le fameux métaverse. C'est le Second Life d'il y a 15 ans, métaverse, c'est ça? Oui, alors Second Life avait connu, d'ailleurs, je crois qu'on y était probablement tous... non, jamais. Non, jamais. Non, c'était trop compliqué pour moi à l'époque. Si, Clément était né. C'est quoi? Ça doit être... C'était 2005, 2010 quand même. Ouais, c'est ça, un peu avant 2010. Donc en fait, c'est cette intégration, mais qu'on est en train de voir. Quand on voit aujourd'hui comment se font on parlait à nouveau de Tesla ou des semi-conducteurs, comment se font maintenant de plus en plus des produits, notamment des architectures complexes, elles se font dans ce monde semi-digital et réel. Ça c'est Dassault Systèmes. Ok. Oui, mais ça l'univers virtuel. Oui, mais en fait, on y est rentré. A essayé. Mais on y est rentré de plein pied avec Zoom, Teams et compagnie l'année dernière. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on fait véritablement la différence entre une réunion physique et une réunion... on parle de plus en plus d'hybride. Oui, mais c'est toujours nous, c'est pas nos avatars, tu vois, André. Oui, on verra les avatars à la réunion. D'abord, est-ce qu'on en est sûr? The Matrix. Mais je veux dire, il va y avoir de plus en plus ce sujet de comment est-ce qu'on est représenté dans des entreprises, comment on est représenté dans des réunions. Enfin, moi, je pense que de toute façon, le sujet est passionnant. Il faut s'y engouffrer. J'aurais à nouveau du mal en tant qu'Européen de voir que finalement que c'est Facebook qui s'y engouffre, à la fois pour des raisons de communication et aussi parce qu'ils ont compris que c'est probablement l'avenir. Ouais, on va y aller. Tu as écrit un point de vue dans les Échos qui m'a glacé le sang, donc on en reparlera dans un instant. Ah non, sur la part de marché du cloud, là j'ai appris un truc, enfin c'est dingue. Mais on va y aller. Mais d'abord, comment est-ce que soit Facebook... Alors je rajoute juste un élément d'information. Donc Donald Trump a lancé son réseau social, puisqu'il avait été exclu de Facebook, de Twitter, voilà, et du troisième, là, que j'oublie toujours, bref. Donc, il a lancé son réseau social qui s'appelle Truth Social. Et il a gonflé sa fortune de 4 milliards de dollars. En fait, il s'est créé une fortune de 4 milliards de dollars, parce que visiblement, il n'en avait pas autant. Il avait 2-3 milliards et pas mal de dettes. Et là, 4 milliards de dollars d'un coup, parce que Wall Street a fait exploser le cours de ce truc, 847% en 3 jours. La question, c'est, parce que c'est tout le problème des réseaux sociaux, il faut le faire vivre après. Et le risque sur ce... Non, mais le risque de ce réseau social, c'est que finalement, ça ne concerne qu'une partie des Américains, par exemple. Oui. Que ce soit le réseau des républicains extrêmes, auquel... personne n'ira... Ça fait 70 millions de personnes quand même, hein, si tu prends les gars qui ont voté Trump. Bien sûr, non, mais on est bien d'accord. Mais ça va être quelque chose de particulier. Si on prend Twitter ou si on prend Facebook, tout le monde est concerné, qu'on soit démocrate, républicain, etc. Donc la question va être de savoir si finalement ça ne va pas être cornérisé d'une certaine manière, parce que ce sera le média de...
de la distribution d'informations sur la droite dure américaine, un peu comme le sont les journaux d'opinion très forts. Et on a eu en France des journaux comme l'Humanité ou Minute. Tout le monde ne lisait pas Minute ou l'Humanité, mais la population qui les lisait était tous endoctrinés autour de ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce type de situation sur les réseaux sociaux, ce qui était a priori incompatible avec l'idée des réseaux sociaux qui étaient ouverts à tous pour la controverse. Regarde, Carol Smith, la fausse maman de Caroline du Nord, elle se retrouve en 5 jours avec, alors je ne voulais pas le citer, mais c'est Quanon, là, l'un des sites conspirationnistes, etc. Et tout. Oui, Donc de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. De toute façon, les algorithmes de Facebook, pour maintenir ton attention permanente, te referment, en fait. Dans oui, mais il y avait eu une expérience comme ça où ils mettaient des intelligences artificielles qui discutaient et au bout de très peu de discussions, on arrivait à un moment Goodwin où on parlait de la Seconde Guerre mondiale, etc. Absolument. Donc, c'est ce qui se passe. Clément ? Oui, moi je suis d'accord avec ce que disait Philippe. Ça peut se transformer en une sorte de gros groupe WhatsApp avec que des gens qui sont d'accord finalement. Le nom même est d'ailleurs assez intéressant. Bon, voilà, on sera chacun jugé. Truth Social. Par contre, moi ça fait que à partir du moment où il y a probablement peu d'électeurs anti-Trump ou pas du tout, même disons pas spécialement pro-Trump qui seront sur ce réseau social. Est-ce que c'est vraiment un réseau qui permet de communiquer et de convaincre, parce que c'est quand même le but finalement, de convaincre, de faire de la politique comme sur un autre média. T'as déjà convaincu quelqu'un sur Twitter, toi ? Ah, je pense que il peut y avoir quand même une... il faut l'encadrer, le truc. Mais je pense que ça peut avoir une portée quand même pour les gens indécis, flux d'informations. C'est un très bon moyen de valider ce qu'on pense. C'est-à-dire que, mais évidemment, oui, mais c'est ça. Si moi je suis républicain, je vais sur ce réseau, sur n'importe quel sujet, du réchauffement climatique à la sauvegarde de je ne sais quoi, je vais avoir une réponse. Et donc, dans n'importe quelle discussion, je vais être fort de la réponse que j'aurais lue là. Peu m'importe que ce soit vrai ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est que j'ai les arguments pour dire le réchauffement climatique, ça n'existe pas, ou je ne sais quoi. Ou faisons du charbon, c'est très bon pour tout le monde. Oui, c'est du Fox News version réseau social, d'une certaine manière. Mais Fox News a déçu Trump, tu sais. Oui, je sais. Ça va être pire. Ça va être pire, c'est ça. Fox News, c'est embourgeoisé. Oui, c'est ça. Très schumpeterien d'ailleurs comme démarche. Moi j'ai l'impression que c'est en fait c'est plutôt bien vu, et Dieu sait que je suis pas du tout un fan de Trump, mais en fait il a bien compris que en fait, dans les réseaux sociaux, il n'y avait pas du tout cette interaction entre les différents groupes. C'est-à-dire qu'il y avait ces silos qui se créaient, alors ça, certaines fois avec des pentes, type la mère de famille de Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais plus, mais qu'ensuite les gens restaient dans leurs silos, c'est ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et donc en fait, lui, il crée une gigantesque chambre d'écho. Je trouve que le nom est très très bien trouvé, parce que tout le monde va adorer. Et deuxième chose, je pense qu'en fait, ça ne va pas rester que pour les Américains. Moi, je suis étonné. J'ai organisé un des sujets sur lesquels nous, on s'engage, c'est tout le sujet de la relation entre science et société, et le fait qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de ça. Donc, on a eu de temps en temps affaire avec toute cette sphère conspirationniste, mais une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que les Quanon, les Trump sont cités en permanence sur les réseaux sociaux français. Absolument. Donc, en fait, là, il y a probablement même un truc mondial. C'est peut-être une internationale de la conspiration qui est en train de se monter. Enfin, et ça pourrait être bien leur outil. Alors, si en plus, ils ont la valorisation boursière qui va avec et qui va permettre, je ne sais pas, des rachats, des influences, d'investir beaucoup dans les communicants, moi, je suis plutôt très inquiet parce qu'il utilise les armes du capitalisme pour probablement aider des démocraties pour les affaiblir de l'intérieur. C'est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez remarquable et inquiétant, évidemment. Bon, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, les amis.